Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des prédateurs. Les hommes sont des prédateurs, en particulier des prédateurs sexuels. Ils ont une grande difficulté à ne pas être guidés principalement par la pulsion sexuelle. On retrouve ce problème de prédation même dans les groupes de développement personnel ou spirituel. Les femmes craignent d'y être abusées, trahies, parfois inconsciemment. Et là où la confiance est la plus importante, dans les relations d'aide, les dialogues finissent par être parasités par cette peur. Un travail devrait être fait, nous devrions avancer, faute de quoi le meilleur de ce que nous avons à offrir va être gâché, comme ça l'a été déjà souvent. La crainte des femmes, elle est fondée. Ce n'est pas qu'une peur qu'elles devraient dépasser, c'est aussi un mécanisme masculin qu'elles perçoivent très vite instinctivement et contre lequel elles ne peuvent pas grand-chose. Et même quand une relation commence bien, rien ne garantit qu'elle ne va pas virer de bord, parce que la pulsion n'est pas fiable. Ce qui fait qu'une méfiance subsiste, même là où la confiance devrait être une sorte de base, un prérequis fondamental. J'ai observé cette interférence, et je vois plusieurs choses que les hommes, surtout en position de pouvoir, devraient considérer sérieusement, et collectivement. Et je ne dis pas que ça va être facile, parce que les privilèges sont anciens, et les automatismes qui viennent avec aussi. Le prédateur aime le pouvoir, mais il n'en jouit pas vraiment. C'est une chose dont on parle peu. Le prédateur ne peut pas résister à la vulnérabilité, à des manifestations féminines qui réveillent une sorte d'animalité en lui. Mais ce qu'il prend, ce qu'il vole parfois, n'est pas satisfaisant pour lui non plus. Et c'est une bonne raison d'aller à la racine de tout ça et de vivre une traversée. Quelles que soient ses capacités, j'inclus donc le thérapeute, le guide spirituel, je parle de l'homme de pouvoir, quelles que soient ses capacités, s'il n'a pas mis en lumière ses propres frustrations et ses mécanismes ataviques, il va les voir ressurgir au hasard de situations qui vont forcément se présenter à lui. Sa sincérité, sa compétence, ses talents ne sont pas en cause, mais tout ça risque fort d'être gâché par une pulsion qui fait sortir le diable de sa boîte. Quand je parle avec des groupes d'hommes, je constate très vite cette impuissance quasi insupportable face à la pulsion. C'est un tabou majeur. La plupart des hommes ne parlent pas de leur souffrance à subir ou à gérer difficilement une pulsion qui les dépasse, qui modifie leur comportement et leur raisonnement, leur capacité à faire de bons choix, à penser clairement. Les femmes sont inconscientes de la façon dont ils vivent cette difficulté, parce que le dialogue n'a jamais eu lieu sur ce plan. Le manque de conscience du phénomène, qui est dû à l'orgueil, l'incommunicabilité, l'éducation des garçons, tout ça joue un rôle. Or, au vu du réveil actuel sur la relation homme-femme, il serait intéressant de revisiter nos bases communes. Et pour traverser ensemble l'impasse actuelle, il ne va pas suffire de montrer du doigt les prédateurs, car en fait, ils ne savent pas comment se dépêtrer de leur situation. Comme je suis plus concerné par ceux qui peuplent le microcosme des spiritualités, je vais parler des hommes dans ce milieu, mais tout le monde est concerné. Donc, pour commencer, la nature de la pulsion dans son versant difficile. Elle est faite d'un désir de posséder, de prendre, de dominer. Quand la relation avec cet instinct est encore immature, à cause de frustrations accumulées, les signes de vulnérabilité ou même de simple féminité peuvent suffire à brouiller les perceptions chez l'homme. Dr Jekyll devient vite Mr Hyde. L'homme est tout à coup réduit à la pulsion, il ne reste rien d'autre. Je vois deux pans à ce travail sur soi du côté masculin. Il faut avoir une conscience du degré de frustration en soi d'abord, le désir bridé, en sommeil ou réprimé, et en parallèle, avoir des objectifs prioritaires clairs. Par exemple, si mon travail est de servir, il n'est pas de me servir. Quand ces deux éléments, frustration, priorité, sont hors du champ de notre conscience masculine, le piège va se présenter à nous. Et il va se passer ce qui ne manquera pas de se passer. Je dis que l'urgence est du côté des hommes de pouvoir, mais tout homme abrite un homme de pouvoir par défaut. Et donc tous les hommes sont concernés. Ce que je vais dire est une invitation à une démarche
qui pourrait contribuer à nous extraire de comportements préhistoriques et à accélérer la mutation en cours. Comment est-ce qu'on travaille honnêtement sur ces deux versants? D'abord la frustration. Qu'est-ce que c'est? Une impression de manquer de quelque chose, de chercher un soulagement qu'on ne trouve pas. Ça peut produire une pression intense en soi, irrépressible. Et c'est une contrainte des fonctionnements du corps que de ressentir le désir sexuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit à la naissance comme une option. C'est un phénomène qui nous traverse et que nous devons apprendre à accompagner. Si l'instinct, lui, cherche à s'assouvir en direction des autres, prendre quelque chose à l'autre pour trouver le soulagement, on n'est pas toujours obligé de céder à cette façon de fonctionner. Pourquoi? D'abord parce que personne n'est obligé de répondre positivement à notre désir. On l'a vérifié, on le sait. Et surtout, parce qu'il y a une illusion fondamentale dans ce domaine. Posséder le corps de l'autre n'apaise pas vraiment la frustration. En tout cas, pas suffisamment ni durablement. Il suffit de l'avoir vécu une fois pour le savoir. Il y a donc un secret caché dans ce phénomène. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir du tout de rapport sexuel. Je dis que la pulsion va survenir plus souvent que la possibilité réelle d'avoir des rapports naturels, non forcés, qui ne prennent rien à personne et qui ne nuisent à personne. Il faut donc travailler avec la pulsion comme avec tout ce qui nous traverse, en apprenant à laisser passer. C'est un acte de maturité et en particulier de maturité spirituelle. Et pour laisser passer cette tension particulière de la pulsion, en particulier là où elle n'a rien à faire, dans le service à l'autre, il faut remettre en question la valeur du soulagement par la domination. Ça veut dire la pénétration pour l'homme. Et travailler à découvrir le secret caché dans ce cheminement initiatique. Il faut apprendre à s'asseoir et à laisser passer le désir qui nous traverse. Et ça se passera d'autant mieux que nous ne sommes plus soumis à la croyance qu'il faut forcément se soulager chaque fois que nous sommes traversés par lui. Le prédateur, il ne regarde jamais les choses ainsi. Les hommes n'ont jamais été éduqués à regarder les choses de cette façon. Ensuite, la question des objectifs. Il ne peut pas y avoir de service à l'autre, ce qui est la plus belle action humaine qui soit, au passage, sans sacrifice de soi. Le goût du service, il n'est pas forcément inné, quels que soient nos talents. Il peut naître de la pratique aussi. Et j'ai parfois envie de dire aux petits prédateurs anonymes, soyons sérieux. Lorsque la vulnérabilité se présente à nous, ce n'est pas pour qu'on se serve, pour en profiter et prendre ce dont on n'a jamais assez sur un plan très personnel, dont on n'est jamais rassasié. L'être humain est vulnérable et il serait bon que cette vulnérabilité puisse se mettre à nu dans nos relations et surtout dans le rapport délicat de l'aide de l'autre, sans être systématiquement menacé par des prédateurs. Si une femme se présente devant nous dans un moment de fragilité, il faut arrêter de toujours décoder la fragilité, la vulnérabilité comme une invitation au sexe. Bien sûr, en l'état des fonctionnements actuels, ataviques, jamais remis en question, la tentation va surgir, comme une vieille habitude. Mais si vous êtes suffisamment attentif à votre façon de vous laisser traverser par la pulsion, et surtout, si les objectifs et les priorités sont bien ordonnés, il n'arrivera jamais rien de fâcheux. Enfin maintenant, une petite invitation aux femmes, aux compagnes, aux amis. Le dialogue avec les hommes sur ce sujet pourrait bien produire des petits miracles. Il n'a jamais eu lieu. Les hommes n'osent pas dire ce qu'ils vivent vraiment, qui confinent à la torture parfois, pour eux, secrètement. Et le climat actuel de dénonciation, même s'il est tout à fait compréhensible, est un bon point de départ finalement, il n'invite pas à discuter en profondeur pour une vraie réparation. Je ressens, dans le travail que je propose, qu'une compassion bilatérale, que les deux côtés, que les hommes et les femmes, pratiquent la compassion pour nous sortir de l'impasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les hommes en premier lieu reconnaissent la domination, l'oppression, la menace qu'ils ont fait subir aux femmes, qu'ils aillent trouver en eux ce que cela peut faire dans l'âme et dans le corps des femmes depuis des siècles, de vivre cette oppression, cet écrasement. De cette façon, le dialogue dans la compassion va permettre aux hommes de faire émerger une parole contenue, une douleur et aussi un désir authentique de changer de fonctionnement, mais pour l'instant un peu perdu.
Une nouvelle relation doit être créée, elle se fera sur la base de ce genre de dialogue. Quelque chose pourrait aider les femmes de leur côté, c'est de réaliser que les prédateurs ne jouissent jamais vraiment. Ils profitent en fait bien peu de leurs méfaits parce que la frustration se nourrit dans un cercle vicieux et que la douleur est le plus souvent au rendez-vous en fait. En tant qu'hommes, en tant que prédateurs, nous devons nous remettre en question les premiers. Parce que nous, les hommes, nous avons une lourde responsabilité dans ce qui a pesé sur le féminin, au point de le brider depuis des siècles. Il faut travailler ensemble, et en solitaire forcément aussi, sur les deux aspects dont j'ai parlé, frustration et priorité, à appliquer à notre vie, à notre profession, même si nous ne sommes pas dans une position de pouvoir véritable. Mais il faudra bien aussi que nous puissions parler entre hommes et femmes, comme des amis pour grandir, comme des âmes qui tout simplement aspirent à ne plus se faire de mal. Enfin, nous allons peut-être pouvoir restaurer des relations d'aide qui sont vraiment au service de l'autre, où les petites manipulations ridicules et indignes n'ont plus leur place, parce que nous avons à cœur de nous élever au-dessus de la médiocrité de l'homme de pouvoir, que nous avons trop longtemps considéré comme normal, voire incontournable. Il y a du travail, mais toutes les possibilités sont devant nous.